Bonjour Frédéric, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? D'accord, bonjour Thibault. Alors, je suis Frédéric Delamotte, je suis chercheur à INRAE. Je ne sais pas où on doit démarrer mon parcours, parce que la maternelle, ça fait beaucoup. La Donc, maternelle, ça fait beaucoup. On peut commencer par exemple avec la thèse ou l'école d'ingénieur. mais bon, ouais, pour notre Premier ministre actuel, les journalistes étaient remontés jusqu'à sa maternelle. Oui. Tu veux Bon, être ministre de la Recherche? non. D'accord. Alors moi, j'ai fait toutes mes études universitaires à Orsay. Mhm. Et donc j'ai une thèse en biochimie et physiologie végétale. Après ça, je suis parti à Genève, où j'ai travaillé au département de génétique. Et puis en 92, je suis rentré à ce qui était à l'époque l'INRA, à Montpellier. Et je suis resté sur le bassin de Montpellier depuis lors. Voilà. D'accord. Et tu as travaillé sur quoi? Alors ma thèse, c'était sur la photomodulation. Donc c'est le procédé par lequel les végétaux sentent s'ils sont éclairés ou pas, et qui basculent dans ce cas-là d'un système catabolique à un système anabolique, puisque quand il y a de la lumière, ils font de la photosynthèse, et quand il n'y en a pas, ils sont comme toi et moi, ils ont besoin de consommer des métabolites pour continuer à vivre. Donc voilà, c'était tout ce qui est phénomène redox, en fait, chez les plantes. Ensuite, à Genève, j'ai travaillé sur l'assemblage des photosystèmes, ce qui est quand même relativement lié, hein, quand tu regardes bien. Euh, donc c'était le boom sur les chaperones, en fait. Hein, on s'intéressait aux chaperones qui permettent l'assemblage de ces complexes vraiment énormes. Et puis, comme j'avais travaillé sur les phénomènes redox pendant ma thèse, à l'INRA, il y avait un poste, en fait, il y avait deux postes d'ailleurs, un à Jouy et un à Montpellier, qui s'intéressait aux phénomènes redox, mais qui n'avait plus rien à voir cette fois-ci avec la photosynthèse. C'était, dans un cas, les bactéries lactiques, Jonas, et dans l'autre cas, c'était les grains, le blé, les mises en réserve. Et là, c'était à Montpellier, et j'ai choisi Montpellier. D'accord. Absolument pas pour le climat. Très bien. Et maintenant, tu travailles sur quoi? Alors, donc, je suis rentré à l'INRA en 92. Oui. Depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, j'ai eu plusieurs vies, en fait. Donc, et peut-être ça intéresse ceux qui veulent savoir s'ils veulent devenir chercheurs. Donc, en tant que jeune chercheur, j'avais un sujet bien à moi et on me demandait de cravacher et de générer de la donnée. Et puis, avec le temps qui passe, on m'a demandé de prendre des responsabilités d'un petit groupe, puis après d'une équipe. Et puis après, on m'a dit, bah, tiens, cette équipe, tu vas la migrer sur un autre campus, toujours à Montpellier, mais sur un autre campus, et tu vas faire une UMR. D'accord. Donc, je me suis retrouvé à faire une UMR. Ce qui n'est pas très bon d'ailleurs pour la production scientifique, parce que pendant que tu fais une UMR, tu fais pas tu fais pas vraiment de recherche. Enfin, tu produis pas de recherche au sens où on est évalué. Donc dans cette UMR, je me suis trouvé DU adjoint, ce qui était encore plus mauvais. Donc je rejoins Dominique de Vienne, dont j'ai adoré l'interview, donc j'aurais tendance à toujours répondre comme Dominique. D'accord. Où humainement c'était super intéressant, mais scientifiquement c'était compliqué. Et puis après, en 2000, il y a eu le grand lancement de la démarche qualité à l'INRA. Et donc, je me suis retrouvé beaucoup impliqué dans ces actions transversales. Donc, j'ai été ensuite délégué qualité, sécurité, environnement dans l'unité, en plus de ma recherche. Et, cette recherche, c'était. En fait, si tu regardes bien depuis ma thèse jusqu'à maintenant, ce qui m'intéressait toujours, c'est la relation entre la structure d'une protéine et sa fonction. D'accord. Pendant ma thèse, c'était les premières expériences de mon thèse jeunesse dirigée. À Genève, c'était l'assemblage des photosystèmes, et ainsi de suite. Et donc, j'ai continué à travailler là-dessus, tout en ayant ces activités transversales. Et je me suis retrouvé après à m'impliquer dans la gestion d'un plateau d'informatique scientifique. Et une chose en entrée dans une autre, je me retrouve maintenant à me consacrer, en tout cas à 60% de mon temps, à la gestion des données. D'accord. Donc, je suis le référent données du département BAP. C'est-à-dire que j'accompagne, quand je dis les chercheurs, c'est pas une question de grade, c'est tous les gens qui font la recherche, chercheurs, ingénieurs, techniciens, à une gestion plus vertueuse de leurs données, à un meilleur partage, une meilleure exploitation, une meilleure réexploitation. D'accord. Voilà. Donc, voilà, science des données. Ouais.
Donc oui, c'est assez récent quand même ce type de poste à l'INRAE, non? Oui, alors en fait, il y a un bel alignement planétaire. Et je suis quand même très optimiste pour ce qui est en train de se passer là. En fait, la science ouverte, elle a existé depuis un certain temps, où les gens disaient la science, on doit beaucoup partager. Et il y avait des freins, puisque si tu partages beaucoup et que les autres oublient de te rendre, t'envoyer l'ascenseur, eux, ils publient plus que toi et toi, tu as perdu. Bon. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même plusieurs choses. Il y a eu la disruption numérique, où on est passé d'un monde analogique à un monde numérique, qui a induit une avalanche de données. Il y a eu, et ce passage en numérique, ça a chamboulé beaucoup de choses autour de nous. Hein. Pendant ma thèse, j'ai fait 4 mutants. Pendant 3 ans de thèse, j'ai fait 4 mutants à la main. Maintenant, avec ce qui est arrivé après, c'était les omics. Maintenant, un doctorant, pendant sa thèse, il peut en faire 100 de mutants. Et puis, c'est une machine qui va faire ces mutants. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi donc, l'arrivée massive de l'informatique en sciences. Quand moi j'étais en thèse, l'ordinateur servait à taper ton rapport de thèse. D'accord ? Voilà. On avait un spectrophotomètre qui était piloté par une informatique qui était cachée dedans, et c'était tout. Le reste était. Et ces différentes vagues sont arrivées dans un système académique qui n'a pas forcément eu le temps de bien s'adapter, et ça a généré ensuite une crise de reproductibilité. Oui. On voit bien maintenant, et dans Nature, il y avait eu un sondage fait sur 1500 chercheurs. La communauté pense qu'on a quand même un problème à reproduire les données, les résultats des autres, voire nos propres résultats au bout d'un certain temps. Et donc, ça a amené une prise de conscience où la communauté s'est dit, finalement, la science ouverte, c'est la bonne chose. Et en plus, c'est une bonne chose pour des raisons éthiques et des raisons déontologiques. Toi et moi, on est payé par le contribuable, Oui. et on doit, entre guillemets, sauver le monde. Donc là, entre guillemets. Donc la moindre des choses, c'est quand on fait des manips, il faut que ces résultats-là, ils soient accessibles au plus grand nombre. Et bien sûr, si on veut qu'ils soient compréhensibles, il faut qu'ils soient présentés d'une manière claire et nette. Et puis la partie déontologique, c'est bien sûr qu'il faut les partager avec nos pairs pour dire, si on affirme quelque chose, il faut que n'importe qui soit capable de le refaire pour vérifier qu'on n'a pas légèrement coupé les bords à un moment. Et donc, la communauté scientifique mondiale fait un virage vers la science ouverte. Notre institut a une déclaration de politique générale très claire dans la science ouverte. Il y a eu la DIPSO qui a été formée, donc la direction, pas de délégation, mais direction pour la science ouverte. On a maintenant un administrateur général des données, en sciences on dit plutôt un Chief Data Officer, et maintenant les départements ont un référent données, en anglais on appellerait plutôt un Data Steward. Et donc il y a toutes ces personnes-là qui ont envie que ça avance dans le bon sens. Et puis il y a aussi beaucoup de chercheurs qui en ont marre de perdre leurs données. Donc il y a beaucoup de boulot parce qu'il faut changer les pratiques, il faut fournir des outils qui marchent, des infrastructures et ainsi de suite, mais tout ça, ça part vraiment dans la bonne direction. Donc c'est beaucoup de boulot, mais c'est que du bonheur. D'accord. Et alors, un référent de données, ça fait quoi au jour le jour alors? Ça forme les gens, ça développe des outils? Il y a une partie connaître l'état des choses. D'accord. Parce que mon département, c'est 1300 personnes. Alors, on peut faire un parallèle avec les gens qui ne connaissent pas la recherche. Si tu prends 1300 personnes et tu leur demandes leur recette de la quiche Lorraine, tu auras vraisemblablement 1300 recettes de quiche Lorraine. Oui. En science, les individus et les communautés cherchent des solutions qui leur sont propres. Et la science ouverte, c'est tout l'inverse de ça. C'est on va réfléchir tous ensemble à trouver les meilleures manières de s'y prendre et on va converger vers ces meilleures manières. Donc déjà, il faut connaître l'état des lieux. Et il se trouve que notre département, on a 17 unités expérimentales qui jouent un rôle essentiel dans l'avancée de la recherche. INRAE, c'est 10 000 hectares d'expérimentation. Donc si on veut savoir si telle chose est meilleure que telle autre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le tester dans des champs, dans des vergers. Bon, ces gens-là, ils sont répartis un peu partout sur le territoire. Il faut déjà comprendre ce qu'eux avaient mis en place. Parce que je ne vais pas arriver en leur disant, non les gars. Pareil pour les labos.
Alors les labos, c'est encore pire, parce que même au sein d'un labo, par exemple, le labo dans lequel tu travailles, chaque équipe a sa propre idée. Oui. Donc il faut, voilà. Donc il y a déjà cette partie, connaître l'existant. Après, il y a une partie, partager les fondamentaux. Expliquer aux gens pourquoi la science ouverte est une réponse, pourquoi elle facilite la vie. Et après, une fois que tu as ça, tu peux avoir un plan d'action avec de la formation, de quoi les gens ont besoin pour être à l'aise dans la science ouverte, et puis la recherche de solutions. La solution au niveau logiciel, la solution en infrastructure. Parce que les données qu'on produit, tôt ou tard, elles atterrissent sur un disque dur. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de partager un dossier avec des gens qui sont INRAE, INSERM, CNRS. Tu vois déjà que nos tutelles font tout pour que ça se passe bien. Donc, trouver des solutions multi-tutelles, pratiques, pas chères. Trouver des logiciels, trouver des référentiels. Typiquement, quand on doit annoter nos données, on va parler de métadonnées et de référentiels de métadonnées. La plante ontologie, c'est 2000 termes. Ce qui veut dire que tu ne peux pas demander... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la plante ontologie? Alors, quand on décrit les choses, on a besoin d'avoir un vocabulaire qui soit partagé. Pourquoi? Parce que quand on a mesuré, par exemple, on va prendre ça, on mesure une plante dans un champ. On veut mesurer sa taille. On part de où? Ta chaîne d'arpenteur, tu la plantes dans le sol, tu la poses, tu regardes le début de la racine. On veut mesurer la couleur de la feuille. On dit vert ou on dit Pantone dièse dièse F machin. Voilà. Chaque fois qu'on doit répondre à une question, il faut que le vocabulaire qu'on emploie soit le même pour toutes les personnes qui travaillent sur ce sujet-là. Et donc, on parle de standards de métadonnées. Par exemple, pour le climat, les climatologues, ils ont travaillé là-dessus beaucoup. Ils te disent la température, on la mesure en degrés. Chaque fois, il n'y a pas de doute, si tu veux. Et en degrés, pas en Fahrenheit. Donc voilà. Et donc, dans tous les domaines, il faut avoir un vocabulaire contrôlé. Le problème, c'est qu'il y a les spécialistes de ça, et donc les gens de la plante ontologie, ils ont trouvé des termes pour décrire tout ce qui se passe dans une plante. Bon, ils ont trouvé 2000 termes, parce qu'ils étaient chauds et ils sont allés. Bon. Le biologiste, on lui dit, chaque fois que tu fais une mesure, tu vas utiliser la plante ontologie, ça ne va pas le faire marrer longtemps. Donc il faut trouver le juste milieu entre l'idéalité et la réalité. Voilà. D'accord. Voilà. Et en plus, si tu veux, si quelqu'un est sur son ordinateur et qu'il annote dans un fichier Excel, et ben après, comment il va partager ça? Voilà. Donc en plus, si tu veux, il va falloir plutôt qu'il mette ses données sur un serveur et plutôt qu'il ait un système où les métadonnées, les annotations qu'il a mises, soient lisibles et accessibles par tous ses collègues. Tous ses collègues, c'est bien. La communauté internationale, c'est encore mieux. Et donc, quand on a des solutions qui marchent dans un bureau, c'est une chose. Dans tout le couloir du labo, c'est mieux. Dans tout le labo, c'est encore mieux. Et si en plus, ça fait le monde entier, c'est vraiment génial. Donc, on a des cascades de problèmes et on espère des cascades de solutions. D'accord. Donc, il se trouve qu'une partie de ce travail, je le fais au sein de l'Institut français de bioinformatique, l'IFB, qui est lui-même le nœud français d'un organisme européen qui s'appelle Elixir, donc qui traite de toutes les questions d'informatique et des sciences de la vie. Donc une partie des solutions que j'amène dans mon boulot de data steward INRAE vient du travail que je fais au sein de l'IFB. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des outils qui font consensus ou on est encore en train de travailler sur la question? Alors, il y a consensus sur pas mal de choses. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, il y a des trous dans la raquette qui sont importants aussi. Alors, selon que je sois optimiste ou pessimiste, je peux te parler plutôt de l'un ou de l'autre. Eh ben, on va commencer par l'optimiste. Alors, un truc qui est important dans la science ouverte, c'est de rédiger un plan de gestion de données. Oui. Un plan de gestion de données, ça veut dire qu'on planifie, on gère nos données. On planifie, c'est-à-dire qu'on commence avant le projet ou à la rédaction du projet à écrire quel type de données on va collecter, comment on va les annoter, qui fera quoi, on va les stocker où, on va les partager comment. Et il se trouve qu'il y a un outil national qui s'appelle DMP-OPIDOR, qui n'est pas forcément celui que moi j'aurais choisi, mais
en gros, la communauté nationale, elle a dit Opidor. Et c'est un outil qui marche pas mal. D'accord. Et en gros, les gens qui ont fait un projet avec un PGD, à la fin du projet, ils te disent toujours que c'était quand même une bonne idée. Au début, ça les fait pas marrer, parce que ça fait encore un truc à faire. Mais au final, il dit ça nous a évité les problèmes. Donc il y a Opidor qui marche bien pour planifier comment on va s'en servir. Et puis en fin de projet, il y a des jeux de données bien propres, bien documentés qu'on veut partager avec le reste du monde. Et là aussi, il y a une solution qui s'appelle Dataverse, qui elle est utilisée au niveau mondial. En plus, ça vient de Harvard, alors ça fait classe de dire que tu utilises un outil de Harvard. Et là, quand tu as des jeux de données à partager, ben, tu déposes ton jeu de données, tu remplis les métadonnées. Comme tu avais fait un PGD, tes métadonnées, tu les avais, donc tu n'as pas de crever la tête. Et dans ce cas-là, les chercheurs du monde entier peuvent tomber sur ton jeu de données, non pas par hasard, mais on fait une requête, et ça marche pas mal. Et des fois, les résultats sont inattendus. J'ai le droit de faire des digressions. Ah bah oui, c'est même mieux. Je suis spécialiste de la digression. Il se trouve que justement, les unités expérimentales d'INRAE, on avait une réunion avec les directeurs des unités expérimentales, et il y en a un qui a dit ce qu'il a fait pendant le confinement. Oui. Parce que bon, quand tu es confiné loin de tes parcelles, tu t'embêtes, et lui, avec un autre membre de l'équipe, il a mis à jour ses données, il les a nettoyées, et puis il s'est dit, tiens, je vais les déposer dans un dataverse, le dataverse INRAE, qui s'appelle datapartage.inrae.fr. Il a fait ses jeux de données, et puis il a regardé qui venait les voir. Et en fait, maintenant, il y a une université, je crois que c'est au Laos, qui utilise ces jeux de données pour faire un module pédagogique au Laos. Et ça, on aurait dit au gars, quand il a partagé ces données, est-ce que, à ton avis, ça va servir à quoi? Il aurait peut-être pas imaginé qu'un enseignant, en tapant les mots-clés que sont les métadonnées, serait tombé sur ce jeu de données. Et cet enseignant, il a pu obtenir des données de qualité qui viennent de la vraie vie, et ce n'est pas des données simulées ou autres. Et donc, il peut entraîner ses étudiants avec. Et donc, tu vois, c'est deux outils positifs. Dataverse, tu vois, l'exemple, qui marche vraiment bien. Voilà. Ensuite, dans les choses qui vont aussi dans le bon sens, à Montpellier, on est en train de converger toutes les infrastructures de calcul, tout le stockage de données vers un seul lieu. Il y a 10 ans, il y a même 5 ans, on aurait dit que ça ne marcherait pas. Là, c'est en train de marcher. On installe 14 pétaoctets de stockage où toute la communauté montpelliéraine va pouvoir aller au même endroit. Donc, c'est efficace en termes de ressources humaines. Au lieu d'avoir 15 salles machines, tu n'en as qu'une. C'est efficace en termes d'énergie parce que, bien entendu, on va dans la meilleure des salles machines. Et puis, c'est efficace en termes de science parce que c'est plus facile quand tout le monde converge parce qu'on parle le même langage et voilà. D'accord. 3 points positifs. Avant de passer au point un peu plus négatif, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a interpellé. Tu disais que les personnes ont cherché par mots-clés des jeux de données. Mais tu les cherches où? Est-ce que par exemple pour trouver les jeux de données qui sont dans le Dataverse INRAE, il faut aller chercher dans le site du Dataverse INRAE? Ou est-ce qu'il y a des moteurs de recherche? Ou est-ce que toutes les métadonnées sont mises en commun? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux aller sur le portail Dataverse, n'importe lequel, puisque tous les catalogues sont partagés. D'accord. Donc, il y a une fédération. Donc, tu vas sur un Dataverse et tu tapes. Mais les Dataverse sont moissonnés par les célèbres moteurs de recherche, dont, bien entendu, Google. Et Google adore les liens vers lesquels pointent d'autres liens. Oui. L'algorithme, il est fait comme ça. Et donc, autre anecdote. En 2019, on a publié, alors on n'est pas brillant, hein, on a publié le résultat d'un projet financé par l'ANR 2008. Oui, voilà. Ça va. On a pris notre temps. Et c'était dans une revue Open Science, Open Data, Open Review. Ça veut dire qu'on a partagé tout ce qu'on a fait. Les reviewers, les commentaires des reviewers sont accessibles sur le site de la revue. Donc on sait ce qu'ils ont dit, on sait ce qu'on a répondu. Et Open Data, ça veut dire qu'on a partagé toutes nos données. Donc ils nous ont dit, vous partagez le code logiciel que vous avez fait, vous partagez les données brutes dont vous êtes parti, vous partagez vos résultats. Voilà, moi, c'était des modèles tridimensionnels. D'accord. Et donc, sur le Dataverse, où il y a les données brutes, c'est que des fichiers FASTA. Mais dans les métadonnées, il y a toutes les espèces concernées. Et puis, il y a un lien vers le DOI, donc
donc, l'identifiant unique de la publication. Oui. Il y a un lien vers le site où il y a tous les résultats de structure tridimensionnelle. Et il y a un lien vers le GitHub où il y a le code logiciel. Très bien, ouais. Et sur la revue, il y a le lien vers le Dataverse, il y a le lien vers le GitHub, et ainsi de suite. Et donc, tous ces liens étant entrecroisés, Google adore ça. Et il se trouve que moi, j'ai un étudiant, enfin, non, pas un étudiant, un jeune chercheur d'un pays étranger qui voulait qu'on travaille ensemble sur les protéines qui étaient le sujet de notre étude. D'accord. Et puis moi, comme je fais plus de la science des données, je ne pouvais plus. Et puis il voulait travailler avec un chercheur français. Donc je lui ai dit, bah, moi je ne peux pas, mais je vais chercher avec vous d'autres. Et quand tu tapais mon nom et le nom de la protéine dans Google, tu tombais sur le dataset, le Dataverse. Ça veut dire que moi, qui n'avais pas publié sur le sujet depuis un certain temps, tu tapais mon nom, le nom de la protéine, tu allais là. Parce que Google adore ces liens croisés. D'accord. Donc la science ouverte, c'est bénéfique. Et en fait, il y a une autre équipe à Toulouse qui travaille sur le sujet de manière bien plus régulière. Dans les pages suivantes, j'ai réussi à les trouver, donc je les ai réorientés. Et c'est pour te dire que la publication des jeux de données, ça aide énormément. Et accessoirement, ça augmente aussi le taux de citation de tes publications d'à peu près 20%. D'accord. Donc ça augmente la visibilité de tes travaux. Donc moi, je peux passer de 10 citations à 12. C'est quand même énorme. Ah bah oui. Très bien. Et alors, on allait aussi évoquer les éléments dans lesquels on a plus de travail à faire sur l'open science. Ouais. Alors, dans un projet, il faut gérer pas que les données en tant que fichier, il faut gérer les connaissances. Oui. Et donc, typiquement, on utilisera un outil qui s'appelle une gestion électronique de documents. C'est-à-dire que c'est là où on va mettre l'organigramme du projet, c'est là où on va mettre les comptes rendus des réunions. Il n'y a pas un seul système qui soit compatible avec toutes nos tutelles. Oui. Voilà. INRA utilise un truc. INRA, qui est la fusion d'IRSTEA et d'INRA. Bon, IRSTEA utilise un autre truc, oui, qui est d'ailleurs le truc en question, qui est même utilisé par l'université, mais pas celui utilisé par la Sierra. Bon, donc voilà. Donc en termes de gestion électronique de documents, c'est vraiment le bazar. Et donc actuellement, ce que je fais, c'est que je m'oriente vers une solution européenne de la Open Science Foundation, qui offre la partie logicielle, et puis derrière, tu peux brancher ton stockage perso. Donc, mais c'est dommage, si tu veux, que on a Redater, qui donne du réseau à tout le monde académique. On a maintenant le Dataverse et on a Opidor, mais ils n'ont pas encore été capables de se mettre d'accord sur un outil de visioconférence, par exemple, oui, et sur un... Bon. Donc, tout ce qui est gestion de documents, c'est compliqué. Bon, ça, c'est compliqué, mais c'est pas grave, parce que là, avec OSF.io, ça résout mon problème. Donc ça va. La partie extrêmement difficile, c'est la gestion des métadonnées. Oui. Parce que c'est le nœud gordien du système. C'est-à-dire que si le producteur des données, quand il produit la donnée, il accroche les métadonnées, et qu'après tout ça, ça s'en va, et ben on pourra tout... On est sauvé, si tu veux. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait que cette donnée, cette plante, elle a été mesurée dans ce champ, par ces méthodes, avec ces outils. Les distances sont données en millimètres et les degrés en Kelvin ou en Celsius. Le problème, il est faire connaître aux chercheurs le référentiel de métadonnées, c'est pas facile. Et lui donner un outil pour accrocher les métadonnées aux données, c'est juste extrêmement difficile. Voilà. Il n'y a pas un outil qui soit vraiment plaisant. Et donc, dans ma partie recherche, c'est ce sur quoi je travaille actuellement. D'accord. Dans le cadre d'Elixir, justement. Tu vois. Okay. Et parce que moi, sur mon ordi, je peux mettre des tags à mes fichiers. J'ai un Mac, c'est super facile. Donc j'ai un fichier, je peux dire c'est une présentation Open Science dans le cadre de tel projet. Mais si ce fichier, je l'envoie par mail à quelqu'un, les tags, ils restent chez moi. Oui. Donc ça ne va servir à rien. Donc il faut que ce système de tags, il gère le transfert du fichier avec les tags. Voilà. Bon. Et donc ça, c'est extrêmement difficile. Et le problème, c'est que
quand tu convaincs des chercheurs qu'il faut utiliser les métadonnées, et que tout d'un coup, pour eux, ça y est, ils ont fait le passage, une sorte de révélation, ils veulent taguer, tu leur dis, j'ai rien à t'offrir. Là, dans ce cas-là, la chute, elle est catastrophique. Donc, c'est là où je mets le plus d'énergie dans la partie recherche, c'est de proposer quelque chose qui marche bien. On approche de solutions qui sont pas mal. Après, il y aura le problème, c'est que si nous, on arrive sur le marché, entre guillemets, avec cet outil, il faut qu'après, il soit adopté par tout le monde. Alors, notre outil, en fait, il est capable de fonctionner sur n'importe quel dépôt. À la limite, les gens, ils auront un Google Drive, ce que je ne recommande pas pour faire de la recherche. Le système, tu leur dis, mes données, elles sont dans le Google Drive, et il va étiqueter. Mais bon. Donc ça, c'est le problème. Et puis le deuxième problème, c'est les gens qui génèrent énormément de données, énormément de métadonnées. Il faudrait que le système soit automatisé. Oui. Alors, les projets de phénotypage, par définition, le projet, il sait qu'il va devoir générer les métadonnées. Donc, en général, un projet de phénotypage, c'est bien organisé. Mais un projet où il y a de la génomique, du phénotypage, de la biochimie, et ça, là, dans ce cas-là, c'est quand même encore très difficile. Voilà. Et est-ce que y a ces outils-là sur lesquels tu travailles et que tu as l'air plutôt enthousiaste, est-ce que tu peux en citer un, tout ça, par exemple, si on voudrait tester? Parce que, par exemple, moi, je n'ai pas ce genre d'outil à disposition. Alors, en fait, il y a eu un projet européen qui était très prometteur, qui s'appelait EUDAT, EUDAT.eu, d'ailleurs, je crois, et qui traitait le problème dans sa globalité. C'est-à-dire, je génère des données, je les documente, je les passe à mon collègue, qui travaille dessus, donc qui génère des données filles et qui les documente, qui les passe à machin, qui les passe à bidule, et après on se réunit, on fait une publication, on fait un data paper, on pourra parler des data papers si tu veux. Donc ils avaient dit on va faire ça. Hélas, c'est toujours facile de critiquer après coup, mais ils ont travaillé en silo, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui s'occupait de tel problème, un groupe de tel problème, tout ça. Et finalement, le projet s'est arrêté avant qu'ils aient pu faire le lien de tout ça. D'accord. Mais sur le papier, EUDAT couvre le truc. C'est juste dans le fait des fois, on a du mal dans le monde académique à passer au niveau opérationnel. Oui. Voilà. Et il se trouve que moi, je travaille avec des gens qui faisaient un de ces modules, qui s'appelle toujours d'ailleurs B2Note. Tous les modules s'appelaient B2 quelque chose. Oui. B2Note, ça permettait, quand tu lui montrais un entrepôt, d'avoir une interface où tu disais, voilà, je vais utiliser telle ontologie. Donc tu cliquais sur un fichier, tu commençais à taper un mot, il fouillait dans l'ontologie en disant le mot c'est ça. Oui. Et donc tu avais le bon mot. Donc en fait, ils ont sorti, B2Note maintenant, ils sont en train de le travailler pour qu'il soit stand-alone, je ne sais pas comment on dirait en français. Oui. Autonome, indépendant. Voilà. Et qu'il soit agnostique en termes de dépôt de données. Donc, tu lui donnes n'importe quoi. À partir du moment où il voit l'URL d'un fichier, il associe des données. Et on travaille avec le fait qu'ensuite, si tu envoies le fichier, il prend toutes les métadonnées, il accroche un petit fichier compagnon. Donc, la personne qui reçoit ça, elle a le fichier et toutes les métadonnées. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est l'outil pour les données vivantes, parce que Dataverse, pour les données finies que tu veux partager, ça marche bien, tu as tes données, tu as tes métadonnées. Mais c'est pas fait pour que tu travailles sur les données. Les données, elles sont... tu peux retravailler dessus, tu les prends, tu fais ta vie avec. Et tu les remets, mais plus tard. Voilà, et tu les remettras plus tard quand tu les auras enrichis ou autres. Mais voilà, donc le plus dur, c'est de suivre les métadonnées tout le long du projet. D'accord. Et ça, c'est... Si on veut on a des projets qui durent 10 ans. La personne qui arrive au bout de 8 ans, et on lui dit, tiens, tu vas analyser ça. Elle ne va jamais avoir l'historique si on ne fait pas bien. Et donc, elle ne sait pas qu'il y a 7 ans auparavant, un jour, il y a machin qui a fait telle manip, et que voilà. Donc, gérer les métadonnées, ça sert à ça. C'est-à-dire que tu arrives à la fin d'un projet, tu comprends toutes les données. Et si tu comprends toutes les données, tu les analyses correctement. Donc, tu en extrais de la connaissance. Et donc, on revient à nos missions de générer de la connaissance pour faire avancer le monde dans lequel nous sommes. Donc, voilà. D'accord, très bien.
Euh, pour clore un peu tout ce sujet autour de l'open data, dans une réunion sur le sujet, un scientifique a dit une phrase qui m'a interpellé et j'ai envie de ton opinion dessus, qui a dit que pour lui, les grands labos de demain ne seront pas déterminés par leur capacité à produire des données, mais par leur capacité à réutiliser les données des autres. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, c'est à la fois juste et complètement faux. D'accord. Parce que arrêtons de produire des données et on va vite voir si le système s'arrête. Oui. Voilà. Donc en fait, bien entendu, on aura toujours besoin des producteurs de données. Mais ça ne marchera que si on leur rend la place qui est la leur. Les producteurs de données sont le maillon incontournable du système. Il faut plutôt favoriser ceux qui travaillent bien. Donc les critères de la science ouverte reviennent, des données qui sont fair, findable, accessible, interoperable, reusable, donc trouvables, accessibles, interopérables, réutilisables. Il faut donc favoriser cela. Et on a vu dans la crise Covid qu'il y avait à boire et à manger dans les producteurs de données, d'accord ? Et il faut leur rendre grâce. Donc en fait, les labos qui sont très forts à analyser les données, ils vont faire des publications. Et comme on est actuellement jugé que là-dessus, c'est sûr que tout d'un coup, ils vont pouvoir faire le mal. Sauf que si ils sont dans ce système open data, open science, ils doivent associer d'une manière ou d'une autre les gens qui ont produit les données. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans. Un producteur de données, il peut produire des données et les analyser à l'ancienne. Il arrivera, ça avancera moins vite, mais ça avancera. Quelqu'un qui est très fort en analyse de données, mais qui n'en produit pas, si on arrête d'en produire, il va vite s'embêter. Voilà. Donc, bien sûr, l'enjeu, c'est déplacer, on va dire, dans la maîtrise de la donnée, le long de son cycle. Voilà. Lui, il est fort en calcul, alors il dit c'est ma partie qui est la meilleure. Il n'a pas une vue globale du truc. Les données, elles traversent un projet. Elles se baladent du début jusqu'à la fin. Et donc, il faut considérer que la qualité des données, la traçabilité des données, c'est la clé pour que les expériences qu'on fait soient utiles au maximum. Voilà. D'accord. Ben merci. J'ai une autre petite polémique autour de laquelle j'aimerais avoir ton opinion. À l'heure actuelle, en France, on va dire les guidelines officielles, c'est de publier dans une licence qui permet entre autres la réutilisation à des fins commerciales, avec comme seule contrainte la citation des données d'origine. Et régulièrement, quand je parle de ce sujet-là ou je le présente à des gens, il y a des gens qui sont choqués que s'ils publient leurs données, une entreprise privée puisse les réutiliser et gagner de l'argent dessus sans qu'eux-mêmes n'en gagnent ou sans que leur institut en gagne. Et ça, c'est une notion qui les choque. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Alors, la réponse, elle est complexe. Parce que les données FAIR, elles peuvent être FAIR dans une boîte fermée. Oui. Parce qu'on n'est pas obligé de les partager tout de suite. Et d'ailleurs, on peut même s'opposer à leur ouverture si on a des bonnes raisons. On dit aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Donc, s'ils pensent que ce qu'ils ont produit peut avoir un intérêt commercial, et alors, je pense que nous, payés par le contribuable avec des crédits publics, si quelque part on peut récupérer de l'argent de cet investissement en concédant une licence à une boîte privée, c'est pas mal. Mais ça veut dire qu'il faut y réfléchir d'abord. C'est pour ça qu'on fait un PGD, plan de gestion de données. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Donc, si ça les choque, eh ben, ils ont qu'à. C'est toujours facile, ils ont qu'à. Je leur recommande de réfléchir dès le début à ça. Est-ce que nos données ont un potentiel commercial? Et je rappelle d'ailleurs que l'INRIA gagne toujours de l'argent avec ses licences logicielles. Que Météo France a toujours le droit de commercialiser ses données. Voilà, bon. La deuxième chose, quand on voit la crise qu'on traverse, c'est la première fois qu'on trouve un vaccin aussi vite. Et un vaccin qui marche plutôt bien. Des vaccins qui marchent plutôt bien. Ça a été possible aussi parce que face à cette crise, on a ouvert. En France, toutes les ressources de calcul concernant le Covid ont été ouvertes, multitutelles. Pour une fois, on n'a pas demandé. Voilà. On a vite partagé. Et comme on a vite partagé, on a vite trouvé. Donc, à l'échelle de l'individu, partager, c'est parfois parental.
à l'échelle de la collectivité, c'est rentable. Voilà. Après, trouver un bon équilibre financier, commercial ou autre, il y a sûrement quelque chose à faire. Mais on n'est pas pieds et poings liés. Voilà. On peut. Je trouve que je participe à un diplôme universitaire de biologie intégrative où on aborde ces problèmes-là. D'accord. Et il y avait une des personnes qui suit ça, elle me disait, ben voilà, j'ai pondu un logiciel, je dois chercher une licence. Je préférais une licence qui me permette de gagner des sous. Alors, je lui dis, ça dépend, est-ce que tu étais payé est-ce que c'était des fonds publics? Parce que si c'est des fonds publics, la question ne se pose pas. Oui. C'est open. Elle me dit, non, c'était pendant que j'étais au chômage. Alors là, dans ma grille d'analyse, ça va. Bon, alors, c'était au chômage, je n'étais pas obligé de partager. Puis là, un des autres formateurs m'a dit, tu sais, chaque fois que j'ai essayé de licencier un de mes logiciels, c'était une vraie usine à gaz, ça a pris des années. Et au final, ça n'a pas rapporté grand-chose. Par contre, ça a freiné l'utilisation de ce logiciel. Oui. Donc, en fait, il vaut mieux dans ce cas-là partir dans un projet de recherche avec un partenaire privé dès le début, en ayant discuté dès le début comment les bénéfices seront partagés. Parce que là, dans ce cas-là, les services juridiques et de valorisation travaillent dès le début, et donc tu ne perds pas 2-3 ans de ta vie après le projet pour savoir comment va se répartir les bénéfices. Voilà. D'accord. Bon, et en plus, nous, on est public, donc bon, voilà. Le but du jeu, normalement, c'est de partager avec le plus grand nombre, en espérant que ce soit utile au plus grand nombre. Merci pour ton éclairage. J'ai un peu fini toutes les questions que je voulais poser autour de ces questions, et donc maintenant j'aimerais aborder des questions qui sont un peu plus personnelles sur toi, et c'est toujours un peu les mêmes. Et donc la première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce parcours qui t'a rendu particulièrement fier? Alors, comme Dominique, je voudrais faire la même réponse que Dominique. Alors, mais depuis, j'ai été voir le dictionnaire, en fait. Ouais. Alors, en fait, la vraie définition de fier, c'est qui éprouve une vive satisfaction. Parce que moi, dans ma tête, il y avait toujours un côté fanfare. Alors moi, je veux bien être fanfaron pour des trucs stupides, mais pour les trucs importants, je suis comme lui, j'ai tendance toujours à dire que c'est un travail d'équipe. Bon, mais après, maintenant que j'ai vu vive satisfaction, moi, je peux te donner 2 points. On peut dire que ça fait un certain temps que je suis dans le milieu de la recherche, Oui. que c'est pas un milieu facile, mais que moi, j'ai une liste de solides amis dans la recherche. Voilà. D'accord. Et ça veut dire qu'il y a des gens avec qui on a réussi à avancer, à progresser, à mener des combats ensemble, et qu'on est toujours copains. Parce que il y a toujours un moment, il suffit de voir comment les gens se battent pour savoir où ils vont être dans la publication, je veux être premier ou je veux être dernier, tout ça. Donc moi, d'avoir cette solide amitié avec un nombre non négligeable de personnes, c'est quelque chose dont je suis fier. Ça veut dire que j'ai réussi, malgré ma voix qui porte et mon parler direct, à maintenir des relations correctes avec suffisamment de gens pour que je ne sois pas trop détesté. Bon, ça c'est une première chose. Mais ça c'est un truc global. Ensuite, si je devais être fier d'un truc, c'est justement la formation Sciences ouvertes et PGD, qu'on va déployer dans un premier temps au sein de l'Institut français de bioinformatique. Parce que ça, c'est quelque chose qui est... On avait un problème, on avait une idée de la solution, et on a fait, et on vient de déployer la première version. Et en plus, ce qui n'était pas facile, c'est qu'on l'a fait en plein confinement. Oui. Voilà. Donc en fait, j'avais déjà donné des formations en présentiel, donc je savais à peu près ce que je voulais dire aux gens. Et puis, on s'est retrouvés confinés, et comme tu le sais, avec une visibilité qui était mauvaise. Et donc, en 2019, à l'Assemblée Générale de l'IFB, on avait évoqué l'idée de faire une formation là-dessus. Et puis, j'ai retrouvé le premier mail que j'ai envoyé, c'était le 15 janvier 2020. Oui. J'ai dit, bon, allez, on monte une formation en distanciel synchrone, c'est le terme, distanciel synchrone. Voilà. Et là, avec Hélène Chiapello, qui est INRAE, ingénieure de recherche INRAE et membre de l'IFB, on a créé une petite confrérie de personnes qui avaient des points de vue différents, des savoirs différents. Et on a fait nos réunions, on a avancé.
Et en fait, en moins de 12 mois, en confinement, on a réussi à faire un truc et on l'a testé auprès de 16 personnes. Les retours sont extrêmement positifs. Donc on a réussi à faire quelque chose. Et c'était beau. Moi, ma fierté, c'était que ça répond au problème qu'on avait, qui pour moi est essentiel. Donc, et ça y répond différemment de ce que j'avais en tête au début. C'est-à-dire chacun a réussi à amener quelque chose. Et le résultat final, il est de la vie de tout le monde. Il est super bien. D'accord. Donc voilà, ça c'est, il y a un côté du sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et donc la vive satisfaction, elle est là. Voilà. D'accord. Merci. Le pendant de cette question sur la vive satisfaction, ça va être un échec, une erreur, un truc que tu n'aurais pas dû faire comme ça et que maintenant tu ferais différemment. Je referais tout différemment. D'accord. Si je revenais en arrière avec ce que je sais maintenant, je ferais tout différemment. Voilà. Le monde de la recherche est quand même dur et cruel. Oui. Et en plus, quand tu l'ouvres, comme j'ai tendance à le faire, tu t'en prends plus dans la figure que si tu es discret. Donc j'essaierai d'apprendre la discrétion, mais je crois que ça ne m'irait pas. Puisqu'au final, de toute manière, je suis content de là où je suis. Oui. Donc voilà. Donc ça a été compliqué. Mais je suis, voilà. C'est la vie. D'accord. Merci. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que tu as une recommandation, on va dire culturelle, avec des guillemets, que tu voudrais partager avec nous? Un livre, un film, une série c'est un silon. Voilà. Alors, en plus, là, récemment, sur Twitter, il y avait Guillaume Durand qui disait « Non, mais les gars, au lieu de regarder The Queen Gambit, vous devriez relire Hamlet. » Oui. Bon, alors, j'aurais tendance à dire que Hamlet, il peut en faire ce qu'il veut. Mais la culture, elle est bien au-delà des grands classiques. Oui. Surtout, c'est lui qui décide quels sont les grands classiques. Et moi, ce que j'aime bien là-dedans, dans Battlestar Galactica, il y a plein de niveaux où c'est bien. Déjà, ils ont pris une série ultra kitsch des années 70 qui était vraiment catastrophique. Ça s'appelait Galactica, pour en faire un truc qui est magnifique. C'est à la fois c'est homérien, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Oui. C'est shakespearien parce qu'il y a des coups de poignard dans le dos à tous les points de vue. C'est l'anti-Star Trek. Parce que dans Star Trek, ils sont sur le point de mourir et au dernier moment, il y a un gars, il se rappelle que s'il appuie sur ce bouton, tout le monde est sauvé. Et là, non. Ils sont sur le point de mourir. Critiquer Star Trek avec moi quand même. Attention. Ouais. Là, les gens, il n'y a pas de bouton et ils meurent. Oui. Et d'ailleurs, il y a un tableau effaçable où la présidente note le nombre de morts, oui. Voilà. Et donc, compte le nombre de personnes qui restent dans l'humanité. Quoi. Et en plus, il y a de la technologie. Et en plus, la technologie, on la comprend qu'au fur et à mesure. Parce qu'ils ont des téléphones à fil, oui. Alors qu'ils ont des vaisseaux spatiaux qui peuvent voyager loin. Et donc, ils acceptent, il faut accepter, en tant que public, de comprendre les choses qu'au fur et à mesure, mais tout sera dévoilé. Et donc, je ne me rappelle plus si c'est 4 ou 5 saisons. 4. Mais voilà, les gars, ils ont réussi à semer des indices, presque dans le premier épisode, pour nous les dévoiler que 3 ans après, 4 ans après. Quoi. Et donc, voilà. Si je devais choisir qu'un truc, c'est Battlestar Galactica. Voilà. Ça marche. Eh bien, merci. Enfin, si des gens voudraient te joindre suite à cette interview pour discuter avec toi ou travailler avec toi, c'est quoi le moyen le plus efficace? Ils tapent mon nom dans Twitter et ils le trouvent. Ils tapent mon nom dans LinkedIn et ils le trouvent. Ils tapent mon nom dans l'annuaire INRAE et ils le trouvent. Quoi. Voilà. D'accord, très bien. Donc, je n'ai pas de préférence. Eh bien, merci beaucoup alors. Au revoir. Je t'en prie, merci à toi.